Bonjour à tous, bienvenue dans ACFF Actu. Dans l'émission, aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi Jean-Michel Sève. Nous ne parlerons pas de tennis de table, mais bien de football. Dans nos rubriques habituelles, Felice Mazzu nous parlera des troisièmes mi-temps. Nous prendrons ensuite la direction de Visé pour le sobriquet, après avoir fait un détour du côté de Hasnois pour rencontrer notre bénévole du jour. Et j'ai la chance d'avoir avec moi Jean-Michel Sève, le président du COIB. C'est assez récent, votre nouvelle fonction. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, vous êtes ici dans une émission de football amateur. Vous êtes plutôt associé au tennis de table de base, maintenant président du COIB. Vous avez des affinités avec le monde du football? En fait, ça a été mon premier sport. J'ai été libéraux, un terme qui n'existe plus maintenant, du RFC Anse en minime fin des années 70. Donc voilà. Puis à un moment donné, j'ai dû faire un choix entre le foot et le tennis de table, où j'ai été assez vite champion de Belgique minime. Donc j'ai choisi le tennis de table. Donc vous êtes peut-être passé à côté d'une carrière de Qui footballeur. sait? Qui sait? Et vous avez des affinités, un club que vous avez suivi quand vous étiez plus jeune, un diable qui vous a marqué? Je suis plutôt standardman. Mon père vient de Sclessin. Je me rappelle quand il nous portait sur les épaules, mon frère et moi, quand on allait voir des grands matchs dans les anciens gradins à Sclessin. Donc voilà, évidemment liégeois. J'ai assisté à plein de matchs au Standard, mais dans d'autres clubs aussi. De l'équipe nationale, bien sûr. J'étais à la Coupe du Monde 94 et j'ai assisté à la finale de la Coupe du Monde au Japon. Je jouais à un circuit japonais et j'ai pu aller à la finale. Donc Brésil-Allemagne. Et du coup, maintenant, vous êtes président du comité olympique belge. Les liens avec le football, c'est lesquels? Parce qu'on sait que finalement, le football n'a pas forcément une très grande place aux Jeux olympiques. C'est les équipes de jeunes qui y vont, pas les équipes premières. Pour vous, vous avez quelle vision par rapport à tout cela? J'espère qu'ils vont se qualifier. Voilà, en 2008 à Pékin, ils étaient là. Belle prestation, un engouement derrière l'équipe nationale. Et puis c'est la génération derrière qui a suivi avec cette génération qui est devenue numéro 1 au classement mondial pendant plus de 3 ans. Donc voilà, et pour nous c'est important d'avoir des équipes, pas que des individualités, mais aussi des équipes. Ça donne une dynamique différente à la délégation belge. Et voilà, le foot est un sport important et on espère qu'il se qualifie. Les équipes premières, du coup, les tout meilleurs joueurs du monde n'y sont pas. On le sait, ça vient notamment de décisions des instances du football. Vous vivez ça comment? Vous comprenez cette décision ou c'est quelque chose d'un petit peu problématique? C'est vrai que c'est particulier parce que le foot n'a que quelques joueurs d'un certain âge qui peuvent participer. Donc c'est compliqué. Donc c'est vrai que la dynamique par rapport au football et aux autres sports et aux autres disciplines est différente, mais néanmoins c'est le sport numéro 1. C'est pas moi qui vais dire le contraire, même si je défends évidemment le comité olympique, mais venant du tennis de table, c'est la réalité. Donc voilà, mais malgré tout, on l'a bien senti quand à Pékin, l'équipe était là, la dynamique, même à l'intérieur de la délégation, même au niveau des spectateurs, des téléspectateurs, était différente. Donc c'est toujours un plus pour nous si le foot est tout près. Et puis au-delà de ça, on voit bien la dynamique créée dans le sport belge par l'équipe nationale de foot, pas seulement dans le sport, mais dans la population. Une fois que l'équipe nationale a des belles performances, preste bien, il y a un engouement, une dynamique. Alors même si je sais, ils n'ont pas encore gagné de grands trophées, on le répète assez souvent, mais le fait qu'ils jouent les premiers rôles et qu'on va à une Coupe d'Europe ou une Coupe du Monde avec l'envie de gagner, les Belges, les sportifs belges n'ont plus peur d'afficher leurs ambitions à l'image des belles performances de nos sportifs à Pékin et l'été passé à Tokyo. Le comité olympique se charge forcément des sportifs professionnels, mais le sport amateur dans tout ça, il a quelle place? C'est quoi l'importance qu'il faut lui donner? C'est pas deux mondes à part, c'est un même monde. On a tous commencé à la base dans un club, que ce soit au foot, au tennis de table ou dans d'autres sports. Donc moi je pense qu'on est tous dans le même bateau, avec des gens au départ bénévoles, motivés, qui créent des passions. Et puis tout au-dessus de la pyramide, alors peu importe si elle est droite ou allongée ou allongée. Voilà, il faut essayer d'amener les athlètes le plus haut possible et
Et les grands champions sont souvent des rôles modèles qui apportent du rêve, de l'envie aux jeunes. Et donc voilà, si ça crée des dynamiques et ça crée de nouvelles générations, c'est génial et c'est important. Mais je le répète, on est tous dans le même bateau avec la base. On est tous passés par la base. Et évidemment, il y a quelques élus qui réussissent, mais ça dépend de tellement de facteurs différents. C'est important et on a tous besoin les uns des autres. Vos espoirs pour les années à venir, les liens entre le comité olympique et la fédération belge de football, ils sont lesquels ? Ils sont forts, parce que moi, avant d'être président du comité olympique, je faisais partie des 6 administrateurs extérieurs qui font partie de l'Assemblée générale. On va les voir d'ailleurs, rendre visite. On a été invités, Cédric Van Branteghem et moi-même, l'Union belge la semaine passée, je pense. Et donc voilà, des liens dont on a envie des deux côtés qui soient forts, forcément dans le mouvement olympique, mais je pense aussi au niveau de l'Union belge. Donc c'est chouette. Merci beaucoup Jean-Michel. Maintenant, on passe à notre bénévole du jour. Il s'appelle Fabrice Jacques, c'est le Sécu d'Asnois. Et vous allez voir, il tient particulièrement à défendre cette fonction. Il nous fait un petit rappel à quel point cette fonction est très importante et primordiale dans chaque club découverte. Je suis Fabrice Jacques, donc je suis le CQ du club de football d'Asnois depuis maintenant 7-8 ans. Donc j'ai remplacé mon père qui était à la base du club. Il était secrétaire depuis le début. Et il est décédé malheureusement en 2017 et j'ai pris sa place comme secrétaire, donc voilà. Le CQ, c'est le représentant qualifié du club, donc pour tout ce qui concerne l'administratif, ça peut être pour les transferts, pour les affiliations, pour les réunions, pour les problèmes, pour les réclamations, également pour les feuilles de match, hein, évidemment, toutes les semaines, contrôler si les feuilles de match sont bien complétées. En dehors de ça, je m'occupe un peu de l'équipement aussi, de fourniture d'équipement, etc. Donc préparer les caisses aussi également, donc voilà. Et quand on a un événement comme aujourd'hui, tout le monde s'y met. Donc là, il faut de l'aide. On a certainement aujourd'hui une quinzaine de bénévoles qui vont travailler pour cette activité. Je suis tombé dedans, je veux dire, quand j'étais petit, puisque le club a été fondé quand j'avais 8 ans. Mon père étant un des fondateurs du club, voilà, j'ai suivi le mouvement. J'ai joué à partir de 12 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. Malheureusement, j'ai dû arrêter à 30 ans parce que j'ai été blessé, déchirure des ligaments croisés. Et je suis rentré au comité. Donc je suis au comité depuis 32 ans. Mais c'est d'abord une grande famille. On est, je pense, actuellement 13 au comité. Et ce sont des personnes qui sont dans le comité depuis de nombreuses années. On a un groupe qui reste plus ou moins homogène. On a perdu quelques-uns, évidemment, ça c'est indéniable. Mais voilà, chaque fois qu'on se retrouve, qu'on organise un événement comme le repas aujourd'hui avant le match, bien tout le monde s'y met. Et il y a vraiment un esprit de groupe et de convivialité. Et on est toujours content de se retrouver, de travailler ensemble pour notre club. Il y a des moments évidemment un peu plus difficiles, hein, c'est pas toujours facile, mais je crois qu'avec le groupe qu'on est, on parvient à surmonter tout ce qu'il y a à faire, etc. Donc il n'y a pas de problème. Quand on est joueur et committard aussi, bien sûr, c'est toujours les années où on monte de division. C'est vrai que ce sont des moments exceptionnels. Et on l'a encore vécu il y a 2-3 ans, puisque maintenant on est en P2. Pour moi, ce sont les plus beaux souvenirs, évidemment. Hein. À contrario de la montée, c'est la descente. Hein. C'est sûr que quand on joue une saison complète, qu'on est dans les derniers et qu'on galère un petit peu, là, il faut, motiver les troupes et conserver, la motivation. Là, c'est pas facile, mais on est toujours reparti du bon pied et quand on a une année difficile, l'année suivante ne peut être que meilleure. Et voilà, donc il faut être motivé et booster les joueurs et les jeunes et le comité. Voilà. Oui. On pense bien fort, évidemment, à tous ces clubs qui luttent actuellement pour le maintien. Accrochez-vous, et même si il faut descendre en fin de saison, d'autres saisons à venir seront à coup sûr nettement plus belles. Dans notre sujet du jour, on s'invite à l'Assemblée générale financière de l'ACFF qui a eu lieu le week-end dernier à Tubize. Une assemblée qui a commencé par une minute de silence en hommage aux victimes de la catastrophe de Strépy-Bracny. Donc tous les membres de l'Assemblée générale ont respecté cette minute en leur hommage. Monsieur Delferrière, que retenir de l'année 2021 au niveau financier ? Au niveau financier, c'est que le bilan n'est pas encore à 100% fait comme d'habitude, je veux dire, parce qu'on a encore eu 3 ou 4 mois d'année Covid, avec moins de recettes et moins de dépenses forcément. Donc on doit extrapoler aujourd'hui pour faire un budget convenable pour l'année suivante, que nous espérons être à 100%. Il y a 2 effets qu'on a constatés en 2021. C'est premièrement, on a eu une diminution un petit peu des recettes,
Pourquoi? Parce qu'on a fait un cadeau, si vous voulez, au club en exemptant la cotisation des plus de 12 ans pour une période de 4 mois. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième élément, c'est que nous avons eu moins d'activités sportives, donc ça a entraîné moins de dépenses. Mais sinon, le bilan est quand même positif. Le bilan est positif. Nous terminons avec un déficit de plus ou moins 1,4 million, un petit 1,4 million. On avait prévu 1,9 million, donc on est un peu dans la ligne. Et le déficit est toujours couvert par l'URBCFA. Les effets de cette crise vont quand même se faire sentir encore pendant plusieurs mois, j'espère le moins longtemps possible, mais il faut bien dire que malgré tout, on s'en sort pas trop mal avec l'aide de la CFF et pour les clubs, il faut faire plus de travail pour les jeunes et la formation doit être au cœur de leurs préoccupations pour moi. Il faut revoir le football d'une autre façon pour moi. Disons que l'année 2021, je dirais quand même, enfin, c'est l'année, enfin la deuxième partie de l'année, c'est l'année de la reprise, du renouveau. Donc on a retrouvé ce qui était la vie d'un club précédemment. Et donc, effectivement, on a retrouvé les dépenses, mais aussi les rentrées. Et donc, voilà, on prend le cours des choses quasiment comme c'était avant, quoi. Quelles sont les priorités pour 2022 ? Les priorités, c'est de revenir à une activité normale au niveau sportif. Donc ça entraîne évidemment des dépenses supplémentaires qui vont être faites, mais qui sont budgétisées, donc pas de problème. Et puis alors au niveau club, d'avoir une activité avec des rentrées pour les clubs tout à fait normales, un peu comme en 2019 quelque part. Et le foot amateur, il va bien ? Je pense que le foot amateur va bien dans l'ensemble. Sur les 675 clubs, je dis toujours qu'il y en a au moins 650 qui sont gérés en bon père de famille et pour lesquels donc il y aura peu ou jamais de problème. Il y en a peut-être une vingtaine qui jouent de la corde raide au niveau financier. Et bon, c'est à eux à trouver des solutions aux problèmes qui se posent eux-mêmes. Dans le Felice Time, aujourd'hui, on aborde le sujet des troisièmes mi-temps et Felice Mazzu accorde une sacrée importance à ce moment après la rencontre. Regardez. La troisième mi-temps, l'après-match, toujours important à quelque niveau que ce soit. En foot amateur, peut-être encore plus ? Malheureusement, encore plus qu'au foot amateur. Parce que j'estime que la troisième mi-temps, c'est là que vous créez, c'est là que vous formez réellement un groupe. Dans le foot amateur, je l'ai vécu très souvent. Malheureusement, je ne le vis pas assez dans le football professionnel. Mais cette troisième mi-temps permet de parler d'autre chose que de foot, de se dire autre chose que ce que vous dites dans un vestiaire, que ce que vous dites sur le terrain. Et le fait de boire vulgairement une chope ensemble, ça vous permet de communier, ça vous permet de sympathiser, ça vous permet de mieux vous connaître. On n'est pas là pour refaire le match. Non, on n'est pas là. Oui, ça peut arriver. Mais en même temps, si on refait le match, on se dit les vérités. On se dit des choses que si vous rentrez directement à la maison sans avoir évacué, vous dites pas les choses. Et donc, ce sont des moments où vous dites des choses et vous parlez aussi d'autres choses. Donc, pour moi, c'est un moment hyper important. Moi, j'ai toujours fonctionné dans tous les clubs amateurs. J'ai toujours fonctionné avec une troisième mi-temps. Et je vais pas dire que j'exigeais, parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'étais pas dans l'autoritarisme, mais je souhaitais que la plupart des joueurs se retrouvent après le match pour boire un coup et pour discuter de tout et de rien et pour mieux se connaître, avec qui ils vivent, comment ils vivent, ce qu'ils font, ce qu'ils aiment pas, ce qu'ils aiment manger, ce qu'ils aiment pas manger. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment primordial. Et si on y boit trop dans cette troisième mi-temps, dans le foot amateur, ça existe. Oui, ça existe. Mais vous savez, on ne peut pas, en tout cas, et c'est de nouveau ma philosophie, je ne dis pas que c'est comme ça que ça doit se passer, mais vous pouvez pas empêcher quelque chose après un match parce que vous êtes là et parce que vous êtes dans le club, que vous savez qu'il va se passer à un autre moment, ailleurs, quand vous n'êtes pas là. Donc, autant que ça se passe tous ensemble quand vous êtes là. Et vous n'êtes pas dans l'autoritarisme, vous n'êtes pas dans l'interdiction, et je pense que les joueurs apprécient. On ne rappellera jamais assez de limiter sa consommation d'alcool et si ce n'est pas vraiment possible, si on a un peu trop bu, évitez de reprendre la route. Prenez soin de vous, surtout après les troisièmes mi-temps. On passe à présent à notre concours de la semaine, nos concours buts. Alors, vous connaissez le principe, vous pourrez aller voter sur notre page Facebook ce week-end. Voici tout de suite les nommés de la semaine.
Alors on commence par le but de Théoman des U14 du RWDM. On enchaîne avec le but de Manoa qui joue à Moucron. Et on termine enfin par le but de Lucas des U12 de Mons. N'hésitez pas à nous envoyer vos buts. La semaine dernière, c'est Jérémy, le grand gagnant de notre concours. Jérémy de Fréture, dont on va revoir le but tout de suite. On le félicite pour sa victoire. Bravo Jérémy. On passe maintenant à nos actualités ACFF de la semaine. Et on commence par une offre d'emploi. Et si vous deveniez notre futur collègue, la CFF est à la recherche d'un community manager freelance. Alors si vous maîtrisez les codes des réseaux sociaux, vous connaissez le monde du foot amateur, ou vous ne demandez qu'à le découvrir, trouvez l'annonce sur le site internet de la CFF et vous aurez tous les détails pour postuler. Ensuite, la CFF, c'est le foot, le vrai, vous le savez, mais c'est aussi et surtout le football pour tous et pour toutes. C'est dans ce cadre qu'un championnat pilote de handisport voit le jour dans le Hainaut. Il se déroulera sur 3 journées, en avril et en mai. Ça se passera à Tournai, au Sporting Charleroi, et aussi chez les Francs-Borins. Il regroupera des joueurs et des joueuses porteuses d'un handicap mental. On termine par 3 Foot for Girls Festival qui se dérouleront le 13 avril, l'un au FC Fréture, l'autre au RCS Nivellois et enfin un au FC Malone. Ce sont toujours de très chouettes journées que passent ces jeunes filles, des journées enrichissantes, souvent placées sous le signe de l'amusement. Elles en ressortent avec des souvenirs plein la tête et ça tombe bien parce qu'il reste quelques places. On termine notre émission par le sobriquet. On prend la direction de Visé et de la Cité de Loie, là où le club de l'URSL Visé compte 720 membres environ. C'est un gros club. Son équipe première évolue en National 1 et elle est coachée par un certain José Riga, ancien entraîneur du Standard, le club qui fêtera d'ailleurs ses 100 ans en 2027. Alors pourquoi Loie? Pourquoi la Cité de Loie? Ça remonte à une légende du XIVe siècle, donc une très ancienne légende. Alors à ce moment-là, la ville de Visé avait été attaquée et elle était en état de siège. Parmi les assiégés, une jeune gardienne d'oie, particulièrement courageuse, elle avait volé, dérobé les étendards de l'ennemi. Et depuis, la légende se perpétue, une légende auquel les Visétois sont particulièrement attachés, même si aujourd'hui, les oies, ils les préfèrent dans leur assiette et la recette est apparemment très bien gardée. Moi, je vous dis au revoir sur cette anecdote. À bientôt!